Eugène Cancelier, l'alchimie dont vous vous occupez activement a la réputation d'être plus ou moins une science. En tous les cas, d'être à l'origine de la science telle que, aujourd'hui, nous entendons le mot. Et à vous lire, on est un peu surpris de vous entendre apostropher le lecteur, soit par les termes d'artiste, soit par celui d'étudiant, qui n'ont ni l'un ni l'autre une acception scientifique, qui ne regarde en rien la science. Alors je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi ces deux termes alternativement. Pourquoi artiste, pourquoi étudiant, et pourquoi pas scientifique? Eh bien, voilà, l'alchimie, c'est une science, bien sûr, mais c'est surtout la science. La science avec une S majuscule. Et quand je parle, quand je m'adresse à l'étudiant, c'est à la personne, fille ou garçon, qui s'occupe, qui s'intéresse à l'alchimie. Pour parvenir à quelques connaissances en alchimie, il faut obligatoirement être étudiant. Mais cet étudiant peut devenir artiste. Pourquoi ? Mais parce que ce vocable artiste désignait anciennement, et désigne toujours pour les alchimistes, l'étudiant qui travaille de manière pratique, qui se livre aux travaux pratiques, c'est-à-dire à ceux du laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a entre étudiant et artiste la même filiation qu'il peut y avoir entre apprenti et compagnon. Un peu, oui, parce qu'il y a là une progression entre l'étudiant, disons si vous voulez aussi le néophyte, les anciens disaient aussi fils de science, n'est-ce pas ? Eh bien, ils sont appelés vers cette étude et, tout d'abord, prennent les livres comme en toute discipline. On apprend avec des livres, même si on a un maître, on se sert des livres. Les livres, c'est la partie théorique. Là, l'étudiant est au niveau de la théorie. En alchimie, nous dirons plutôt au niveau de la philosophie. Car je dois faire ici, pour que vous me compreniez bien, une petite digression, à savoir que l'alchimie est une science positive, mais qui, contrairement à la science physique et chimique de l'heure présente même, possède sa philosophie. Et elle s'inscrit, son retour s'inscrit précisément dans une perspective de salut. Oui. Et ce qui tendrait à le prouver, c'est que la jeunesse est très séduite. Parce qu'il faut bien le dire, il faut bien employer l'épithète, l'alchimie apparaît contestataire, n'est-ce pas ? Au point de vue scientifique, il ne s'agit pas de la contestation, n'est-ce pas, qui consiste à dépaver les rues et à brûler les automobiles. J'entends bien, mais je crois que le stade en est dépassé. Mais elle est profondément contestataire. Ah oui. L'alchimie, si elle s'installait plus solidement, et elle s'installera, c'est obligé, c'est cosmique, ça relève des universaux. Elle vient à son heure. J'ai le sentiment que notre époque est
est malade d'une foule de séparations qui s'installent tant dans l'homme que dans son environnement, et on a l'impression, avec l'alchimie, qu'on peut retrouver une unité, qu'il n'y a pas de rupture entre l'homme et le cosmos, par exemple, entre l'intelligence et le sentiment, entre la morale et l'intelligence, entre les éléments les plus biologiques et les éléments les plus spirituels. Est-ce que c'est effectivement une interprétation, une vision que l'on peut avoir aujourd'hui de l'alchimie? Cet exposé que vous venez de me faire, là, c'est de l'alchimie. Vous faites de l'alchimie un peu comme M. Jourdain. Je suis heureux d'être M. Jourdain. Oui, oui, mais c'est pourtant vrai, ce que je vous dis, c'est pas une boutade. Non, l'alchimie, c'est la science de l'unité par excellence. D'ailleurs, les alchimistes ont toujours proclamé l'unité de la matière et de l'esprit. Marcellin Berthelot avait pris pour symbole, en manière même d'épigraphe, à son introduction à l'étude de la chimie des anciens et du Moyen-Âge. C'était l'ouroboros grec, c'est-à-dire le serpent qui se dévore la queue. Au centre de cet ouroboros, de ce serpent qui se mord la queue, est inscrite la devise en grec en to pan, un le tout. Les alchimistes proclament à l'envi et constamment que la matière et l'esprit ne font qu'un. D'ailleurs, dans le travail alchimique, qui ne demande pas à beaucoup près les moyens matériels utilisés par nos physico-chimistes, encore que l'alchimiste soit au vrai un physico-chimiste, un physicien et un chimiste. Ça ne demande pas les mêmes moyens. Avec des moyens très simples, l'alchimiste est un démiurge dans son microcosme, dans son petit monde. Est-ce qu'on peut vivre sans contradiction? Est-ce que la contradiction n'est pas l'élément moteur de l'existence humaine, auquel cas l'alchimie risquerait de n'être qu'une utopie? Oui, ce n'est pas le cas. On ne peut pas empêcher les oppositions. On les rencontre en alchimie. Mais ce qui importe surtout, c'est l'harmonie et la suppression de l'anarchie. Expliquez-moi ça. L'harmonie. Pourquoi? Parce que l'alchimie, c'est l'harmonie par excellence, même dans la matière. D'ailleurs, les anciens, et ceci remonte très loin, désignaient l'alchimie comme la grande harmonie, l'art de musique, ils l'appelaient aussi. Vous voyez? Et avant tout, la plus belle définition qu'on puisse très brièvement donner de l'alchimie, c'est celle que donne Martinus Rulandus, Martin Ruland, dans son lexique d'alchimie ou dictionnaire alchémistique, à savoir que c'est une purification constante. Constante, il le dit bien, cette purification est poussée même au-delà encore, n'est-ce pas, l'impur, séparation impurie, on sépare l'impur de la substance qui est déjà pure mais ne l'est pas encore assez. A substantia puriore, n'est-ce pas, le latin le dit bien, n'est-ce pas, de la substance, voyez-vous le comparatif priore à l'ablatif, parce qu'il y a une multitude de petits traités latins qui n'ont pas été traduits. Il faut connaître le latin, le beau latin du Moyen-Âge, pour entrer à fond dans l'alchimie. Et voyez-vous, la science n'est pas complète, on supprime le latin. C'est la suppression des humanités, c'est la suppression de la profondeur. On reste dans les trois dimensions.
alors que l'alchimie apporte la quatrième dimension, celle de laquelle parle saint Paul, la profondeur. De telle sorte que la fascination qu'exerce sur les jeunes gens de notre époque, comme vous le disiez tout à l'heure, l'alchimie, serait celle de la pureté. Oui, la pureté, bien sûr. Bien sûr, c'est une purification constante même au laboratoire. La première matière que prend l'alchimiste pour entreprendre son grand œuvre, c'est une masse chaotique, primordiale, noire, partant de très bas, partant de cette matière qui est au fond un minerai, de faible radioactivité, bien sûr. Partant de ce minerai, par constante purification, et qui s'obtient évidemment avec toute une suite d'opérations qui se ressemblent d'ailleurs, se diversifient dans les trois parties du grand œuvre, mais se ressemblent beaucoup, mais s'acheminent vers la purification et vers l'obtention d'un grain central, n'est-ce pas, qui est après exalté. Il l'est suffisamment, mais multiplié. D'ailleurs, c'est la période, c'est la phase de la multiplication, et devient l'escarboucle des sages, cette gemme philosophale, ce beau rubis qui est la pierre. Car la pierre philosophale, ça n'est pas une vue de l'esprit. C'est disons si vous voulez très vulgairement, c'est un ingrédient. C'est une médecine que l'artiste absorbe pour se transmuer lui-même, non pas seulement spirituellement, mais aussi physiologiquement. Il rajeunit, c'est la jouvence.